Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme de ce club, vous le savez aujourd'hui, c'est jeudi. Rapper pour mieux maîtriser les verbes et les temps, c'est l'idée de Marion Barlogis, figure de style à suivre avec notre prof influenceuse de la semaine. C'est mon influenceur à moi, il s'appelle Gaël Musquet, vous le connaissez évidemment. Gaël, tu as toujours une idée derrière la tech et là, on va faire un retour sur événement avec toi parce qu'il y a un an, souvenons-nous, c'était l'éruption du volcan Onga Tonga. Il va falloir retenir quelques leçons parce que ça risque de nous arriver en Méditerranée incessamment sous peu. Oui, complètement. On a eu quelques mauvaises surprises avec ce volcan. On connaît très mal en fait les volcans sous-marins. Donc intéressant de voir aussi autour de nous, en France, en Europe, à quelle sauce la nature peut nous manger. Absolument. Préparation aux situations d'urgence avec Gaël, ce sera à suivre. Nos actus du jour, 3 semaines après le lancement par Bruno Le Maire de la concertation sur les acteurs de l'économie de la création, eh bien, les plaintes s'accumulent littéralement contre les vedettes du marketing d'influence. Une proposition de loi pour encadrer leurs pratiques vient d'être déposée à l'Assemblée nationale. Les influenceurs vont-ils devoir s'acheter une conduite? On en parlera. Et puis en deuxième partie, 9 Français sur 10 connectés à Internet. 58% de nos concitoyens avouent même ne pas pouvoir se passer d'Internet 1 heure par jour sans que ça leur manque. On passera en revue la toute dernière édition du baromètre numérique édité par le Crédoc. Et pour en parler à nos côtés, Alexis Clouet, tu es toujours CTO de Digital et Métavers Collège. Bonjour à toi. Bonjour. Et puis il a choisi d'être en duplex parce que oui, il est en pleine conférence en Israël. Stéphane Zibi, directeur de Yonis X, créateur émérite de chroniqueur émérite, je dis créateur émérite, mais c'est Olivier Frigara qui va m'en vouloir. Chroniqueur émérite de On refait le Mac et également des chroniques tech sur RCJ. Hello à toi. Salut, bonjour à tous, bonjour Marjorie. D'abord, focus et ensuite on parle des actus. Pour notre focus, je vous propose de revoir Nino dans le futur de l'indicatif ou Kerry James et les modes verbaux. Oui, les rappeurs s'invitent justement dans les révisions de français sur la chaîne YouTube de Marion Barlogis. Xavier Terrade a suivi quelques cours de rattrapage avec cette prof d'histoire géo et français en lycée professionnel, une prof évidemment pas comme les autres. Béné, il dit « c'est maintenant qu'il me faut des thunes, dis-moi à quoi ça sert de faire des études ». Il est donc au présent. Il est au présent et en plus il le marque par l'immédiateté de son besoin, c'est maintenant que. Et là, Kerry James, il lui répond au futur de l'indicatif. S'il répond au futur, c'est intéressant à analyser parce que ça marque vraiment une certitude de sa part. Apprendre la temporalité des verbes grâce au rap et notamment au morceau de Kerry James, c'est ce que propose Marion Barlogis sur sa page YouTube depuis le premier confinement début 2020. La professeure de français tient à réhabiliter le rap, parfois injustement décrié. C'est aussi l'occasion, petite parenthèse, de répondre à l'absurdité qu'on entend parfois, comme quoi le rap serait une sous-culture d'analphabètes. Donc voilà, ignorance ou mauvaise foi, je ne sais pas. Mais force est de constater qu'il y a tout sauf de l'analphabétisme dans les phrases qui arrivent. Pour elle, le rap peut aussi permettre d'étudier les figures de style, comme le chiasme. Parce qu'on vient de la banlieue, c'est vrai qu'on a grandi, non les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Alors là, vous repérez la symétrie dans la construction, la croix, si on écrit cette phrase. Il y a yeux qui se répète et se répond, et pareil avec bleu. Dans une vidéo plus récente, en septembre 2022, Marion Barlogis se permettait toutefois de tacler Weshden et sa phrase sans verbe « tu hors de ma vue ». En fait, si tout le monde lui tombe dessus et se moque d'elle, c'est parce que malheureusement, elle a oublié le verbe. Il n'y a pas de verbe dans sa phrase alors qu'il en faut un. De façon plus classique, la professeure de français et d'histoire-géographie propose aussi à ses abonnés YouTube, avec son regard pluridisciplinaire, d'analyser la mise en scène des discours politiques, toujours en trouvant le bon ton. Allez, l'école du micro d'argent, évidemment, avec Xavier Terrade et parfois avec Édouard Deniot, d'ailleurs. On va ouvrir, nous, notre bal de l'actu, notre club de ce jeudi. Les influenceurs et influenceuses vont-ils devoir s'acheter une conduite? 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas la réglementation sur la publicité et le droit des consommateurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Direction générale de la concurrence. On ouvre les débats tout de suite avec Stéphane Zibi, Gaël Musquet et Alexis Clouet.
Et oui, messieurs, parce que 3 semaines après le lancement par Bercy de la consultation sur les influenceurs et les acteurs de l'économie de la création, le débat bat littéralement son plein. On va rappeler déjà les chiffres. 150 000 créateurs et créatrices de contenu rien qu'en France, 6 influenceurs contrôlés sur 10 qui ne respectent pas la réglementation sur la publicité et le droit des consommateurs, authentifiés par la DGCCRF, la direction notamment de la répression des fraudes. Cette concertation, elle a été lancée il y a 3 semaines en se disant qu'il fallait essayer d'y voir plus clair, de mettre finalement quelques règles dans cette espèce de grand supermarché de l'influence. À la clôture, elle a recueilli 19 000 contributions, 4 650 commentaires, 78 000 votes pour 12 mesures proposées. Bon, c'est un beau succès d'estime déjà pour le ministère de l'économie et des finances, Alexis. Absolument, c'est assez surprenant, mais c'est tant mieux parce que ça montre l'importance que les gens ont pour ça et qu'ils prennent conscience qu'il y a surtout auprès d'un public mineur. Et ça, c'est très important. Donc, tant mieux que ça ait révélé beaucoup de choses. Et maintenant, on a hâte de voir un petit peu le résultat et ce que ça va aboutir. Ouais. Oui, absolument. Stéphane, justement, Bruno Le Maire lui dit qu'il est satisfait de cet accueil. D'abord parce que ça révèle une grande utilité des contributions proposées. Et puis surtout, on obtient quasiment en temps réel une photographie de l'opinion publique face à ce phénomène des influenceurs et influenceuses. Il a raison, Bruno Le Maire, de s'en réjouir. S'il avait fait un four, c'est sûr que là c'est bien, il y a une prise de conscience. Mais j'attends aussi quand même que les plateformes concernées aussi jouent leur rôle et montent au créneau. Quand on coupe les services de Instagram en Russie à cause de la guerre, tous les influenceurs locaux sont en chômage technique. Et en fait, si les plateformes jouent leur rôle également et font ce qu'ils doivent faire, je pense qu'on aurait quelque chose. Donc, c'est un très bon point de départ, bien évidemment, et il faut qu'il y ait cette traction. Maintenant, il faut appuyer dessus et peut-être aller le plus loin possible pour qu'il n'y ait aucune dérive. Parce que les enfants, ceux qui sont fragiles, parce qu'on ne va pas condamner la publicité en général, sinon les médias ne pourraient pas vivre. Mais il faut vraiment, vraiment faire attention. Je ne vois pas pourquoi aller légiférer dans tous les médias sauf ça. Voilà. Alors justement, tu ne crois pas si bien dire parce qu'on regardera quelles sont les mesures qui ont eu le plus de succès dans un instant, mais des travaux parlementaires vont suivre justement cette grande consultation et concertation publique sur make.org. Ce sont les députés Arthur Delaporte pour la NUPES et Stéphane Vogetta pour Renaissance qui vont déposer, ou qui ont d'ailleurs déjà déposé cette proposition de loi qui vise à réguler les pratiques réellement des influenceurs et des influenceuses. Ce sera en examen à l'Assemblée nationale à partir du 27 mars. L'idée, c'est de prôner une régulation, un encadrement légal de, je cite, ces stars des réseaux sociaux faisant régulièrement la promotion de produits et de services en tout genre en échange d'une rémunération. Je vous le dis tout de suite, c'est assez exceptionnel parce que c'est un effort transpartisan pour une fois, NUPES, Renaissance. Il y avait aussi eu à un moment donné un autre début de proposition de loi par le député Vallot du Parti socialiste pour le coup. L'idée, c'est de se dire que le ministère de l'économie appuie justement cette démarche et on essaie pour une fois de travailler en bonne intelligence dans cette assemblée. C'est assez rare en ce moment pour le noter. Gaël, c'est une bonne chose qu'une loi, une future loi, encadre de façon formelle. C'est pratique. Toujours un peu la compétition entre à quelle vitesse la technologie, les usages avance, comment la société s'accapare et crée de nouveaux usages, et à quel point aussi la loi, le législateur court après ces usages pour pouvoir les contenir. Et quand on regarde, même si ça a un peu évolué dans le bon sens, la pyramide des âges sur ces différentes personnes qui sont amenées à légiférer, très important qu'elles gardent, et certains le rappellent d'ailleurs, des pieds dans leur circonscription, au contact en fait des personnes qui utilisent ces plateformes, même si elles y viennent elles aussi pour exposer leurs travaux parlementaires, leurs opinions. C'est très important qu'on ait un maillage encore plus fin. On n'a pas cessé de le répéter justement sur que ces députés, ce législateur, ces élus puissent être aussi sur le terrain, au contact en fait de ces usages pour qu'ils comprennent les enjeux en France, mais aussi aux enjeux de souveraineté, comme disait tout à l'heure Stéphane. On a des problèmes aussi sur la capacité de cette plateforme à
en fonction des petits coups d'épaule qu'elles peuvent donner, mettre en difficulté tout un pays ou toute une communauté assez rapidement en fonction des décisions qui sont prises. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Gaël. Vous en pensez quoi, Alexis et Stéphane? Ça veut dire que pour une fois, par le truchement de cette proposition de loi sur l'encadrement et la régulation des influenceurs et influenceuses, on a enfin des députés à l'Assemblée nationale qui sont en phase avec les pratiques numériques, qui comprennent la logique. Ouais, enfin, ça a été un petit peu long parce qu'il y avait beaucoup de mesures par le passé, par exemple le combat avec Adopi, etc., qui étaient beaucoup trop en retard par rapport au streaming illégal. Là, aujourd'hui, on a une mise à jour. Mais maintenant, il y a la deuxième étape, ça va être le lien avec les plateformes, de se trouver un accord, voire donc ce qui pourrait être pas mal également, c'est que ces lois puissent être mises également au niveau européen pour que la force de frappe puisse être suffisamment puissante pour que YouTube et les autres plateformes acceptent peut-être également des lois à mettre en place sur leur plateforme. Je prends par exemple Twitch, ils ont mis en place une idée assez intéressante sur les casinos en ligne, donc des influenceurs, streamers qui utilisaient des casinos ou qui étaient payés par ces casinos pour dépenser des millions d'euros et gagner en retour des millions d'euros. Twitch a condamné tous ces casinos et on a choisi que 3 ou 4 diffusables sur leur plateforme. Ce qui fait que vous aviez 3 ou 4 casinos en règle pour être utilisés par ces streamers. Et donc là, Twitch a trouvé cette idée et ce serait pas mal justement qu'ils travaillent main dans la main, le gouvernement et ses plateformes, pour faire comme Twitch avec d'autres marques et faire des sortes de pastilles vertes. Je sais pas si ça peut être une bonne idée de ces marques sont OK, ces propositions de publicité sont OK. Donc il y a un travail à faire, mais oui, c'est déjà une bonne première étape en tout cas. Là aussi, c'est hyper intéressant l'exemple que tu nous donnes sur Twitch, mais ça soulève 2 questions. D'abord, le fait de mettre en place un label finalement des bonnes us et pratiques du marketing d'influence. C'est notamment une des propositions qui est faite par cette concertation de Bercy qui a recueilli le plus justement de commentaires positifs. L'autre partie de la question que tu soulèves, c'est est-ce que les plateformes ont le droit de s'autoréguler? Parce que même si Twitch a une démarche plutôt bienveillante sur cette affaire des casinos en ligne, en l'occurrence Stéphane, ça veut dire qu'une plateforme peut autodéterminer le droit de savoir qui vient chez elle ou pas s'exprimer. Ça revient à ce vieux serpent de mer. C'est un vieux truc, bien évidemment. Ça m'a rappelé certains mêmes événements qui datent de 2010-2011, mais qui n'ont rien à voir. C'est l'intérêt ou en tout cas la force que peut avoir un État face à ces mastodontes. Jamais un État n'arrivera à imposer ou à contraindre. Il n'y a que le RGPD qui a un petit peu commencé à faire bouger les lignes, mais encore, est-ce qu'un pays aussi grand et puissant ou majestueux que nous sommes pourrait imposer à Facebook et TikTok en l'occurrence, mais Facebook et Instagram en particulier, de changer leurs règles? Non, je ne crois pas. Il faut que ce soit autorégulé parce qu'eux-mêmes, c'est de leur responsabilité. Et comme l'exemple qui vient d'être donné sur Twitch, parce que je l'avais lu également, c'était un peu le sens de ma première intervention, c'est que si les plateformes sont impliquées et qu'elles-mêmes proposent des choses, très bien, ça sera super. Mais je sais d'expérience qu'ils n'en ont strictement rien à faire de l'État français, que ce soit le ministre ou le président qui envoie la lettre. Et c'est ça qui va être difficile, parce qu'ils ne vont pas faire une exception de développement pour la France, pays de 66 millions d'habitants, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc en gros, c'est ça qui est important. Et si on réfléchit globalement, il faut que l'autorégulation soit leur réponse. Parce que c'est la qualité des contenus de leur plateforme. Sinon, si ça devient un déversoir, au revoir. Donc toi, tu es quand même pro-autorégulation, même si c'est pour finalement, de façon, j'allais dire ironique ou sarcastique, mais même pas, de façon assez transparente, pour des questions pures et simples d'utilisation de la plateforme et de règles finalement business quasiment pour pouvoir bien utiliser ces services-là. Je voudrais quand même qu'on continue sur la proposition, ta proposition, Alexis, sur passer à l'échelon européen pour pouvoir réglementer cette économie de la création et justement encadrer les pratiques des influenceurs et des influenceuses. Je crois qu'il y a quand même une pièce de législation et de régulation qui pourrait s'apparenter à la façon de réguler notamment cette économie de la création, c'est le DSA et le DMA. Je rappelle que le DSA et le DMA sont les 2 dernières grandes pièces justement de régulation votées par le Parlement européen et adoptées par la Commission européenne, qui consistent à dire tout ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal en ligne. Est-ce que le DSA et le DMA peuvent s'appliquer justement à cette régulation des influenceurs et du marketing d'influence? Je pense qu'on a un problème aussi de culture. C'est-à-dire que ce qui est toléré ici ne l'est peut-être pas dans un autre pays, et ce qui est toléré dans notre pays n'est pas toléré ici. Dubaï, par exemple. Par exemple. Je lis en dépensée. Culturellement, culture économique. Sur les règles économiques et business, on a des règles
aussi morale, parce que certains pays ont une couleur religieuse, une teinte religieuse, mais c'est qu'aux États-Unis, certaines choses sont illégales, alors que nous, en tout cas immorales, même si elles sont tolérées, elles sont considérées comme immorales, là où en Europe, ça passerait. L'échelon européen, pour moi, est le meilleur pour pouvoir parler à ces plateformes. Parce qu'on pèse de point de vue économique, ça permet d'avoir d'une seule voix plusieurs dizaines de pays qui sont certes pas forcément toujours d'accord entre eux, mais au moins, in fine, après négociation et discussion, un document qui fait autorité. Et surtout, on embarque aussi des pays qui peuvent parfois avoir des logiques plus autoritaires, plus liberticides. On l'a vu récemment sur à quel point revenir parfois sur les arrêts Roe et Wade sur l'avortement aux États-Unis, à quel point aussi l'Europe peut s'apparenter, ou en tout cas apparaître comme une voie de refuge, ou en tout cas encourager certains pays à respecter les libertés fondamentales et la liberté des femmes, par exemple, de jouir de leur corps. Sans que le législateur derrière, puisqu'on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis, n'intervienne par exemple pour de la délation vis-à-vis d'anomalies dans les cycles menstruels sur les applications qui permettent de le voir. On est très loin du marketing influence. On va loin, mais on voit bien que ces plateformes, en tout cas sur les discours et l'apologie qu'il pourrait y avoir sur ces différents influenceurs, d'un point de vue moral, on s'entend. Là, pour le coup, on peut peser à l'échelon européen sur ces questions. Alors, on peut peser aussi quand on est citoyen et quand on porte plainte, puisque je vous le disais tout à l'heure, les actions en justice s'accumulent littéralement contre les influenceurs et les influenceuses. On va repartir à Dubaï pour un couple d'influenceurs, Marc et Nadé Blata, ultra populaire, 7 millions d'abonnés sur Instagram à eux deux. Eh bien, ce duo fait l'objet d'accusations plus que sévères le 23 janvier dernier. C'est une plainte déposée contre eux au parquet de Paris par 88 personnes pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance qui a fait la une, notamment pour avoir mis en avant cette technique qui s'appelle le copy trading. L'idée, c'est qu'on relaie via un groupe Signal des bonnes pratiques, des bons conseils, en tout cas on l'écrit comme ça, pour pouvoir faire du trading notamment en ligne, se dire qu'on peut aller acheter des NFT sans vraiment savoir qui sont d'ailleurs les courtiers crypto cités, et les plateformes crypto, elles, prennent des commissions de parrainage auprès de ces influenceurs. On parle quand même de 6,3 millions de dollars détournés auprès de 5000 investisseurs. Encore une fois, plainte là aussi contre ce couple d'influenceurs. Ça veut dire que la logique commence à être prise aussi par les consommateurs, les consommatrices, qui sont aussi des usagers de ces plateformes, Alexis. Oui, et puis il faudrait soulager ces personnes pour ces plaintes, parce que c'est un combat au quotidien d'aller jusqu'en justice. Et pourquoi pas également, dans les solutions, permettre de simplifier ces démarches pour que les personnes qui ont été arnaquées puissent le faire ensemble. Comme ça, leur portée sera plus impactante également par rapport à ces influenceurs qui sont à l'autre bout du monde et qui sont protégés à ce niveau-là. Et également, qu'ils soient à Dubaï, à Malte ou je ne sais où, dans des paradis fiscaux et où il y a justement une morale différente, il faudrait recentrer le débat sur des actions européennes. Donc tout ce qu'ils font, même s'ils sont à Dubaï ou à l'autre bout du monde, ce qui est dans le droit du numérique, mais il faudrait vraiment l'appliquer à la lettre, c'est de dire que tout leur champ d'action qu'ils font en France soit condamnable avec la loi française et de manière stricte. Et je pense que ça calmera un petit peu certains et certaines, en tout cas. Alors dans le cadre de ce dépôt de plainte du 23 janvier, c'était en effet une action collective qui a été menée par les plaignants. Stéphane, je te prends au mot parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DMA-DSA, il peut s'appliquer à Dubaï? En fait, tu te rappelles quand il y a eu le RGPD qui était rassemblé sur l'Europe, comme c'était tellement important et tellement nouveau pour toutes ces sociétés-là, ils ont dû l'appliquer. Et l'appliquer, comme c'était contraint, ils ont dû le faire sur tout le monde entier, finalement, toutes ces règles liées à la protection des datas, et même d'autres derrière n'ont suivi pas, comme en Californie, en étant même parfois plus sévères. J'espère que ça va se passer comme ça, parce que cette contrainte, elle est réelle. Les conséquences financières pour ces sociétés et d'image seront importantes, et ça sera plutôt une bonne chose, ça nous permettra d'avancer. Mais est-ce que ça va réguler? Est-ce qu'il y aura bien sûr des pays qui vont être
à la marge, comme c'est le cas pour certains paradis fiscaux qui sont à la marge des règles fiscales d'autres pays, peut-être il y en aura. Est-ce que Dubaï sera encore l'Eldorado? Peut-être il faudra que certains pays prennent leurs responsabilités et empêchent ou taxent ce qu'il faut auprès de ces personnes-là. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on prend, je trouve, un très bon chemin pour éviter de dérailler de façon définitive. Parce que je voulais juste dire un truc. Pourquoi, quand on voit une publicité à la télé, à la radio, dans le journal, la marque qui le fait, elle a une forme de respectabilité parce qu'elle a payé cet espace, plus ou moins cher. On a l'impression que comme il y a tout et n'importe quoi, cette respectabilité, on ne l'a pas sur ces réseaux. On ne les a pas. Et c'est ça qu'il faut qu'aussi les plateformes se rendent compte, parce que d'office, en étant plus respectables, en étant contrôlés, plus autocontrôlés, en faisant bien les choses, ils pourront avoir potentiellement des grilles qui pourraient s'assimiler aux grilles tarifaires de la publicité dans les médias que nous connaissons depuis des années. Et je pense que ça serait salutaire. Donc réguler, vous êtes tous les trois absolument d'accord. Comment on peut imaginer finalement une régulation un peu Tetris, un peu puzzle, mais justement pour ne laisser aucune maille du filet sans solution. Je rappelle que sur donc, cette fameuse consultation de Bercy, les 2 propositions qui ont été les plus populaires, c'est mettre en place une définition officielle de l'influenceur et puis interdire la promotion de certains produits très spécifiques par ces influenceurs et influenceuses avec une sorte de label, comme tu en parlais tout à l'heure, Alexis. Les groupes de travail vont continuer justement à se succéder, notamment au ministère de l'économie et des finances, mais aussi à l'Assemblée nationale. Ce sera pour le mois de février et pour la proposition de loi transpartisane à partir du 27 mars. Donc, j'allais dire, j'ai une question totalement bisounours pour terminer, mais on peut dire que tout démarre par l'éducation. Là aussi, le fait d'avoir des utilisateurs et utilisatrices, des plateformes et des followers d'influenceurs plus éduqués, ça permettra aussi finalement de mettre un petit peu plus de rationalité dans ce rapport aux stars du marketing d'influence, Gaël. Et complètement, comme pour l'hygiène numérique, la cyber, un certain nombre de règles commencé très tôt en plus avec la netiquette qui donnait un peu les us et coutumes sur les premiers chats et les premiers forums, IRC qu'on utilisait. Ben là, ça continue. Hein. L'espèce humaine elle n'est pas, comme je ne vais pas paraphraser Booba, mais la race humaine est mauvaise. Sur ce sujet, on ne va pas paraphraser sur ce sujet, je confirme. Mais en gros, oui, on a toujours besoin sur ces différentes plateformes, sur ces différents usages qui nous dépassent même parfois en tant que parents, d'avoir un regard évidemment sur ce que font nos enfants, la manière dont ils appréhendent tout ça, à quel point l'image pour eux aussi est très importante. Le Covid n'a pas aidé sur ces besoins de reconnaissance, ces besoins de succès, etc. Donc très important effectivement d'adapter en permanence l'éducation par rapport à ces différents usages. Et je rappelle que les annonces ont été faites par le ministère il y a quelques jours. En effet, à partir de la rentrée de 5e l'année prochaine, il y aura un renfort notamment de l'éducation au numérique. On peut imaginer qu'on pourrait aussi proposer dans ces cours au collège de recommandations d'une pratique raisonnée et raisonnable du numérique. Évidemment aussi vérifier les influenceurs et à qui on fait confiance sur les réseaux. Évidemment, il faut même mettre en place une campagne de prévention à ce niveau-là, puisqu'aujourd'hui, on constate une chose, c'est que les jeunes, on va dire les 2000, voilà, l'expression populaire, font plus confiance aux influenceurs qu'aux médias traditionnels. Ils sacralisent l'influenceur et c'est assez terrifiant, parce qu'on se dit que nos jeunes écoutent même des théories de complot, tout ce qui peut être dit par des influenceurs, et que la crédibilité d'un influenceur se mesure au nombre d'abonnés. Donc, soi-disant, à leurs yeux, plus un influenceur a un nombre d'abonnés élevé, plus il est crédible, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, ça c'est sûr. Et donc il y a vraiment un gros travail à faire en termes de prévention auprès des jeunes et leur expliquer que ce ne sont pas des personnes parfaites, bien au contraire. Et on en parlait la semaine dernière sur ce plateau, ce sondage de l'IFOP et cette enquête de la Fondation Jean Jaurès sur la génération TikTok plus perméable que ses aînés aux théories du complot et à la mésinformation scientifique. Messieurs, on arrête cette partie d'actu là, vous restez avec moi en plateau ou par Skype interposé parce qu'on fait tout de suite un tour du côté de la planète web. Une planète qui est web, une planète qui est tech. En tout cas, c'est la planète d'Edouard Deniau.
I'm a tiger, baby. I'm Titan the tiger, baby. You're like a little fox. Yes, you are, baby. Et vous êtes de retour sur le plateau de l'École du Futur, version Club Actu, toujours en compagnie d'Alexis Chloé pour Digital et Metaverse Collège, toujours en compagnie de Gaël Musquet pour lui-même et toujours en compagnie de Stéphane Zibi qui nous attend à distance en pleine DLD conférence à Tel Aviv. On reprend dans un instant le cours de l'actu avec le baromètre du numérique qui vient tout juste de paraître. Mais d'abord, Gaël a une idée derrière la tech. Et Gaël, il y a un an, quasiment jour pour jour, c'était l'éruption du volcan Unga Tonga qui faisait la une. Aujourd'hui, tu nous dis qu'on ferait mieux de très vite revoir nos classiques et surtout tirer de véritables leçons de la gestion de cette éruption parce que ça pourrait bientôt arriver en Méditerranée. Tout à fait. En fait, on se souvient de cette éruption. On est un an après, on a quand même un peu de bilan, on a des chiffres qui sont cataclysmique. L'éruption a frappé donc, les îles Tonga, les îles Fidji, un peu dans le Pacifique, alerte générale dans tout le Pacifique. L'éruption a été entendue à 10 000 km en Alaska. Les cendres sont montées à 96 000 pieds. Les avions sont à peu près à 35 000, 40 000 pieds. Donc on imagine à quelle altitude ces cendres sont montées, à quel point ça a pu perturber. Alors certes, le trafic aérien n'est pas très important dans cette zone de la planète par rapport à l'Europe, aux États-Unis, mais quand même, elles ont fait le tour du monde après, chassées par les vents. Ils ont atteint, ces cendres ont atteint la mésosphère, plus de 56 km. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais même montré... comme dans tous les observatoires météorologiques mondiaux, à quel point cette éruption avait été aussi mesurée par les baromètres, y compris à l'observatoire de Vernon. Et on en sait un peu plus aussi, là on voit à l'image les deux pics des deux surpressions, parce que l'onde a fait le tour de la planète dans deux sens, c'est donc arrivé jusqu'à Vernon. Et on mesure un peu plus aujourd'hui ce qui s'est réellement passé avec cette éruption progressive qui a créé des failles en fait dans la croûte terrestre qui ont fait rentrer de l'eau de mer au niveau de la chambre magmatique et qui, comme dans une lancée d'eau dans une casserole d'huile bouillante, aime pas trop l'huile bouillante, l'eau. Pareil, le magma, il aime pas trop l'eau salée à très haute température et haute pression. Bizarrement, c'est très parlant cette comparaison avec Donc voilà, un gros boom avec plusieurs kilomètres cubes de matière qui ont été projetés comme ça dans l'atmosphère. On étudie encore l'influence d'ailleurs de ces cendres sur le climat, voir un peu quel impact. On le sait par le passé que ces volcans ont eu un impact sur le refroidissement, le réchauffement climatique à certaines périodes de l'humanité. 18e siècle, un été sans hiver à cause d'un volcan indonésien. Ouais. Donc on reste vigilant sur ces volcans sous-marins qu'on connaît peu. C'est une éruption qui fera date pour la communauté scientifique. Pourquoi c'est si important de continuer à comprendre ce qui s'est réellement passé il y a un an? Alors, déjà, c'est l'éruption la plus importante qu'a connue l'humanité depuis le début du XXIe siècle. Donc, à date, c'est important aussi qu'on ait ces ordres de grandeur, ces échelles, parce que ces éruptions ont un caractère un peu imprévisible, d'autant plus qu'on est là sur un volcan sous-marin. Les soubresauts du volcan étaient quand même surveillés, mais c'est encore difficile de prévoir à quelle heure précise et dans quelle intensité ces volcans vont exploser. L'autre raison, c'est comme je disais, on est sur un volcan sous-marin, on connaît très bien la Lune, on y a été plusieurs fois, on tente même d'y retourner, mais on connaît beaucoup moins bien les fonds sous-marins. Et donc, il faut imaginer les capteurs qu'il faut aller poser en profondeur. Il leur faut de l'énergie. Il faut pouvoir communiquer et mettre des capteurs et avoir des réseaux sous-marins. Il n'y en a pas. C'est très compliqué. Une mission Artemis. Artemis, mais inversée. Voilà, qu'on aille au fond. Et donc, on a besoin d'investir, de mettre un peu d'argent là sur ces questions d'observation. Ouais. Des volcans sous-marins et qu'on puisse aider les scientifiques à innover en la matière avec les nouvelles technologies. Et ça demande énormément de budget, j'imagine, quand je te regarde poser cette question sur ce plateau. C'est compliqué, mais on le sait, 1 euro mis sur la prévention, c'est 7 à 10 euros évités sur la catastrophe. Le Global Assessment Report est sorti là en 2022, justement, sur la nécessité pour l'humanité d'investir justement sur les mécanismes de prévention, d'autant plus, je disais en introduction, que ces risques
sont certes éloignés pour le Onga-Tonga, mais peuvent être assez proches de nous en Méditerranée. Et donc les scientifiques ont commencé à s'intéresser justement à ce qui pourrait nous arriver plus proche de nous. Et concrètement, ça pourrait donner quoi? J'ai peur, tu vois, de cette simulation et de cet exercice quasiment... C'est même pas de la science-fiction, je vais dire, parce que ça peut être très réaliste. On a là parfois la réalité qui dépasse la fiction sur ces questions-là. Et j'ai découvert là justement... Alors, je savais qu'il y avait des volcans actifs en Méditerranée, le Vésuve, le Stromboli, l'Etna. Mais ce sont des volcans qui sont terrestres. Et en volcan sous-marin, quelques publications qui ont rappelé, là, cette année, que la Méditerranée n'était pas à l'abri de phénomènes similaires à celui du Onga-Tonga, notamment avec le Marsili, qui est au fond de la mer Tyrrhénienne, entre Palerme et Naples. À 3 km 400 de profondeur, on a ce volcan qui est posé et qui culmine à moins 500 mètres. Donc, si c'était un volcan terrestre, on aurait quand même une montagne, un volcan de 3 km de haut. Cette mer, elle abrite d'autres volcans, le Vavilov, le Manyanji et le Palinuro. Alors, commencez à les apprendre par cœur, parce que visiblement, on en parle souvent. On a quand même du monde. Il y a du monde dans cette mer Tyrrhénienne. Et alors, on est sur des volcans plus profonds que le Onga-Tonga qui affleurait. Là, on est à moins 500 mètres. Donc, la pression de l'eau est telle qu'on n'est pas sur des risques d'explosion comme celles qu'on a connues avec le Onga-Tonga. La pression maintient ce volcan. Néanmoins, on a quand même un risque, puisque on peut imaginer la petite comparaison, le cône de farine que l'on fait pour faire des crêpes. On tamise cette farine, le cône il monte jusqu'à ce que évidemment la gravité rattrape les forces de friction le long de ce petit cône de farine et hop, ça s'effondre. C'est la Chandeleur, ça tombe bien vu cette comparaison. Exactement. Et donc du coup, on a le même phénomène avec les volcans, un glissement de terrain sous-marin, c'est vicieux, c'est difficilement détectable et c'est pas pour rien d'ailleurs que les Nations Unies le 23 mars prochain, sur l'exercice Caribou auquel je vais me consacrer dans les prochains jours, a pris 2 scénarios, l'éruption de la montagne Pelée, donc plus grande catastrophe naturelle pour rappel, qui a connu la France. Souvent, et un glissement de terrain sous-marin dans le golfe du Honduras pour pouvoir mettre en place les mécanismes de prévention, les réflexes à avoir pour pouvoir prévenir des catastrophes comme celle-là qui pourraient être tsunamigènes en Méditerranée et éventuellement et malheureusement mettre à mal nos infrastructures d'énergie, de transport et d'hydrocarbures. Ça me fait peur quand je t'entends, je me dis que l'horloge de l'apocalypse se rapproche encore de minuit. C'est vraiment une belle année 2023. L'important, c'est de se préparer et mettre en place les bons réflexes cognitifs. Là, le Global Assessment Report, c'est sa deuxième priorité. C'est vraiment d'accompagner aussi les mécanismes mentaux qui permettent aux populations, aux élus, aux décideurs de pouvoir mettre en sécurité différentes infrastructures et prendre les bonnes décisions dans ces situations d'urgence. Stéphane, Alexis, vous vous sentez prêts ? Moi non, pas du tout, mais au moins c'était très intéressant de savoir qu'il y avait que tout ça dormait en tout cas proche de nous. J'avais pas du tout la connaissance de ça, donc merci. Stéphane, on te retrouve sur un prochain exercice justement de simulation avec Gaël pour te préparer ? C'est avec joie, j'adore apprendre, donc voilà. Donc j'ai vu cette chronique, je me suis dit, mais voilà, je sais qu'il se passait beaucoup de choses dans nos fonds marins pour qu'on ait Internet, etc. Mais je ne m'attendais pas qu'il y ait aussi ce type de choses, donc voilà. Prends des notes, tu es dans un des meilleurs pays en matière de prévention des risques naturels et qui est assez bien préparé au tsunami. Oui, puisque tu es en ce moment en Israël pour la DLD conférence. Oui. Alors, je précise, c'est vrai qu'il y a des panneaux partout pour la prévention, etc. Mais quand il y a une bonne petite tempête comme cette nuit, tellement ils sont pas habitués qu'il y a des enfants, ils vont pas à l'école pour certains. Et moi, je peux juste vous dire, c'était impossible de marcher plus de 5 minutes. J'étais trempé, des pieds à la tête, comme si... Enfin bon, je vous passe les détails. Comme si quoi, on ne veut pas connaître tes nuits, Stéphane Zibi. Vraiment. Par contre, ce qu'on veut connaître, c'est ton avis sur ce nouveau baromètre du numérique qui vient de paraître. On va prendre le pouls tous ensemble des habitudes tech et numériques des Français et des Françaises. C'est la deuxième partie du club. Alexis, Stéphane, Gaël, le nouveau baromètre du numérique vient donc de paraître. Baromètre réalisé comme chaque année par
plein de régulateurs, celui des télécoms, l'ARCEP, le Conseil général de l'économie, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et le CREDOC, le centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. C'est important que toutes ces institutions publient ce baromètre ensemble parce que ça nous donne une photographie extrêmement intéressante et complémentaire des habitudes des Français et des Françaises en matière de tech et de numérique. Si on regarde déjà l'équipement, 9 Français sur 10 sont connectés à Internet. 87% d'entre eux sont équipés d'un smartphone. Et ça va t'intéresser, évidemment, Gaël, parce que c'est un terrain de jeu pour les hackers qui sommeillent en nous. 40% des Français sont équipés d'au moins un objet connecté. On a beaucoup trop d'équipements, là. Est-ce qu'on commence à atteindre une saturation possible ? Saturation, je pense pas. On oublie souvent que les machines, elles sont là pour nous aider. Donc c'est vrai que c'est un signe de progrès. En revanche, effectivement, ce que ce baromètre rappelle, c'est le taux de renouvellement des équipements auxquels il faut être vigilant. La fabrication de ces appareils représente quand même une partie importante dans la pollution, dans la consommation d'énergie, plus que parfois leur usage. Ouais. Et donc, évidemment, prolonger la durée de vie de ces objets, les acquérir, c'est une chose. Mais prolonger leur durée de vie et en maximiser l'usage parce qu'on fait des mises à jour, parce qu'on utilise des logiciels qui sont respectueux aussi de la vie privée, on le rappelle. Il y a aussi cet enjeu, évidemment. C'est ce qui permettra un peu aussi de pouvoir un peu redorer ce numérique qui est parfois un peu vilipendé pour de mauvaises raisons. Et donc là, c'est bien qu'il y ait un petit rappel justement sur les enjeux liés au recyclage, liés à la durée de vie de ces objets qui nous accompagnent au quotidien. Ouais, c'est particulièrement vrai, c'est ce que dénote aussi le baromètre. Pour les terminaux, les téléviseurs, les smartphones, les ordi, les tablettes, 65% à 90% de l'impact environnemental du numérique, on le rappelle, c'est en effet leur production, leur fabrication, leur recyclage. Regardez notamment sur les téléviseurs. En 2022, 95% des Français ont déclaré être détenteurs d'au moins un téléviseur, mais surtout, le fait d'en avoir plusieurs, c'est une chose, mais de l'avoir renouvelé quasiment dans les 1 à 5 ans après leur achat. C'est-à-dire qu'on ne leur laisse même pas le temps de pouvoir sauter une génération de téléviseurs. On rachète son téléviseur automatiquement. Un Français sur deux le fait en moins de 5 ans. L'empreinte environnementale, Alexis, elle est colossale. Évidemment, surtout l'obsolescence programmée. Avant, on pouvait réparer, on pouvait bidouiller. Maintenant, justement, avec les mises à jour, toutes les nouvelles technologies, c'est quelque chose qu'il faut penser aussi. Parce que moi, je ne suis pas un très bon exemple. J'ai 2 télés et je renouvelle effectivement... Tu fais partie de ce Français sur 2. Exactement, qui renouvelle sa télé tous les 4 ans à peu près. Donc effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire et surtout aussi auprès des constructeurs, voir également dans quel cadre on peut limiter cette obsolescence parce qu'aujourd'hui nos téléphones sont programmés à être renouvelés également tous les 3 ans. Ce serait intéressant de voir aussi sur les téléphones mobiles aussi. Absolument. On rappelle que l'indice de réparabilité a été mis au point notamment par le gouvernement, qu'il concerne tous les devices, les appareils électroniques, y compris aussi l'électronique grand public et l'électroménager. Les téléviseurs en font partie, mais aussi les frigos, les réfrigérateurs, et les lave-linges. Ils ont du coup cet indice de réparabilité qui nous dit si oui ou non l'appareil qu'on est en train d'acheter est potentiellement réparable. Et puis il y a aussi énormément de solutions pour lutter contre l'obsolescence programmée. Mais je reviens sur l'impact écologique, Stéphane. C'est intéressant et c'est important de voir l'ensemble de ces institutions de régulation désormais s'intéresser avant tout à cette question, la mettre en avant dans les baromètres qui nous permettent de mieux cerner le comportement numérique et tech des Français. Oui, de toute façon, là il y avait en fait, c'est un mélange, comme tout à l'heure avec les influenceurs, la solution ne viendra pas que d'un seul bord. Il y aura une solution collective des constructeurs, des opérateurs qui utilisent ces appareils-là, nous-mêmes bien évidemment, et qu'il y ait une pédagogie collective qui puisse s'en sortir pour qu'il y ait des meilleures habitudes. Là, ce matin, je ne sais plus où je disais qu'il y avait 100 millions de téléphones qui sont dans nos tiroirs a priori. Vous imaginez 100 millions, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Sur ce 100 millions, il y en aura bien un bon million qui pourrait potentiellement être encore
corps d'attaque et être utilisables, en particulier pour ceux qui n'y ont pas accès, en tout cas qui peuvent être réparables. Et donc il faut faciliter les choses. Et pourquoi on les laisse dans les tiroirs? Par paresse, par facilité. On dit, ou alors peut-être par besoin éventuel, peut-être que voilà, il y a un qui va le perdre, etc. Il faut qu'on soit aussi, on s'autorégule nous-mêmes. C'est pareil, on dit presque la même chose que la première partie, je suis désolé, mais il y a un travail collectif commun, mais qui doit être pas seulement qui doit venir que d'un seul bord. Et je crois que c'est aussi un signe, et je le dis chaque année, mais bon, je le dis depuis quelque temps, j'adorerais que Samsung, Apple et compagnie se mettent d'accord et disent peut-être cette année, on va pas sortir un nouveau téléphone, parce que je pense que celui qu'on a fait, il est bon, et on en fera un meilleur l'année suivante. Voilà, ça serait un signe aussi important pour montrer qu'il n'y a peut-être pas besoin à chaque fois, mais bon, le marketing et la respectabilité des marques, surtout qu'on a plus forte, ou leur cours de bourse. On a des modèles, hein. Là on ne parle pas d'une utopie, on a des modèles comme Fairphone, alors là pour le matériel, mais aussi du point de vue logiciel avec Gaël Duval sur le projet Murena ou le projet de la Fondation I, où on se rend compte effectivement que ces machines sont capables de vivre et de fonctionner correctement 10 ans après. Là on a des mises à jour Android qui sont faites sur ces téléphones aujourd'hui, alors que les machines ont près de 10 ans. Alors, puis il y a aussi des bonnes pratiques, typiquement on va prendre un exemple, mais mes téléphones finissent après chez ma compagne passe à ma fille passe à mon fils. J'ai cru comprendre que surtout ces téléphones, ils finissaient beaucoup dans la poche de ton fils quand il voulait à contourner quelques c'est vrai, c'est aussi un des usages possibles. On est fils de hacker ou on l'est pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, la bonne nouvelle, c'est que donc, ces devices, ces appareils peuvent avoir une vie plus longue. Je voudrais qu'on termine sur ce chiffre, notamment révélé par le baromètre du numérique pour cette année, sur la dépendance et notre dépendance au numérique et son impact sociétal. 58% des Français, je cite, ne peuvent pas se passer d'Internet plus d'une journée sans que cela leur manque. Ça veut dire qu'il y a au moins 58% de ce plateau qui est totalement nomophobe, Alexis. Oui, effectivement, je le suis totalement par mon travail, par mes passions et par ma vie quotidienne. Et effectivement, il y a aussi, petite anecdote, il y a la nomophobie qui est une maladie, une phobie qu'on a, je pense, tous ici et tous ceux qui nous écoutent, qui est la peur de perdre son téléphone. L'impression d'avoir, en fait, le téléphone aujourd'hui est une extension de vie et même une extension comme si on portait un vêtement. Donc c'est comme si on sortait sans pantalon, ou sans pull ou sans t-shirt. Et ça montre à quel point, oui, effectivement, on a une dépendance dingue des smartphones et qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer. Donc ouais, effectivement. Là aussi, la question de l'indépendance, Gaël et Stéphane, elle est à traiter. C'est plus ce à quoi nous donnent accès ces machines aujourd'hui. Elles nous donnent accès à l'intimité, à notre famille, à notre travail. Tu disais très bien, à notre vie quotidienne financière. C'est un moyen de paiement, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de sécurité aussi, de se rassurer par rapport à l'endroit où se trouve notre enfant, etc. Donc c'est tout ça. Le téléphone aujourd'hui, c'est tout ça. C'est un moyen de transport, puisqu'il permet de payer, de commander un chauffeur. Bref, on a aussi un rapport à ces objets qui est lié à tout ce qui nous amène aussi comme confort. Et cette dépendance, elle est directement liée à l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Bon, c'est pas un mal en soi pour moi. Bizarrement. Oui, à peu près pour tout le monde sur ce plateau, parce que je rappelle que c'est un peu notre métier aussi. Si cet usage est accessible de manière analogique, je souscris pleinement. Mais parce que toi, tu sais les faire fonctionner, tiens, en mode analogique, ces appareils. Merci en tous les cas, Gaël, Alexis, Stéphane, d'avoir commenté avec nous ces actualités aujourd'hui des Français, donc toujours plus connectés. Merci, messieurs. On se retrouve, nous, dès demain pour un prochain épisode de l'École du Futur.